Bonjour à tous, je suis Sairix1995 et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo. Aujourd'hui on s'intéresse au Power Mac G4 qui est un autre de mes vieux ordinateurs. Un ordinateur auquel je tiens beaucoup parce que c'est tout simplement mon premier ordinateur de bureau en tant que tel. Alors j'ai déjà eu des ordinateurs de bureau au format pas vraiment tour, mais c'est le premier format tour que j'ai eu. Avant ça, j'ai eu ce qu'on appelait des desktops, donc des espèces de tours mais aplatis qui se mettaient sous l'écran. J'ai eu des tout en un avec des iMac et bien des années après, j'ai eu celui-ci en format tour. Et c'est le premier ordinateur sur lequel j'ai appris à programmer et à bricoler. Le Power Mac G4, donc, c'était la machine haut de gamme d'Apple en 1999, surtout à destination des professionnels. C'était une machine très puissante pour son époque, tellement puissante qu'elle a été réglementée dans son exportation des États-Unis, et Apple s'est amusé à communiquer sur le fait que ça pouvait potentiellement en faire une arme importante, enfin dangereuse, même si bon, dans les faits, c'est surtout la gloire de la publicité. Et du coup, c'était une machine munie d'un processeur PowerPC G4, comme son nom l'indique. Alors, pour vous refaire l'histoire une nouvelle fois, quand Apple a commencé à produire les modèles de Macintosh, ils utilisaient des processeurs Motorola de la famille 68K. C'était d'ailleurs un truc assez rigolo parce qu'à l'époque, les deux grands concurrents sur le marché des processeurs, c'était d'un côté Intel avec sa famille X86 et de l'autre Motorola avec sa famille 68K. Donc quasiment la même chose à 2-3 inversions près. Les 68K, ils sont restés de 1984 jusqu'à 1994, et en 1994, Apple s'allie avec IBM et Motorola pour créer une nouvelle architecture plus puissante, capable de concurrencer Intel, qui s'appellera l'architecture PowerPC. Il y a eu deux premières générations de PowerPC qui n'avaient pas vraiment de nom, où c'était les PowerPC 601, PowerPC 602, enfin ce genre de choses. Et puis, à partir du PowerPC, je crois que c'est 750, ils ont décidé de leur donner des noms plus clairs, et donc ils ont créé la génération G3. Après, il y a eu la génération G4, G5, et à partir du G5, IBM et Motorola ont commencé à galérer à faire des processeurs de plus en plus puissants, ce qui a fait perdre patience à Steve Jobs et par extension à Apple, ce qui les a fait passer au processeur Intel. Du coup, cette machine-là, elle est en plein âge d'or de l'ère PowerPC. C'était une époque où l'architecture était monstrueusement puissante, elle consommait beaucoup d'énergie, mais à l'époque on s'en fichait, et elle mettait la pâtée au processeur Intel, avec notamment différents artifices, comme par exemple le jeu d'instruction Altivec, qui permettait d'avoir une unité de calcul en 128 bits. Alors, c'est un processeur 32 bits, mais il a quelques petites instructions qui fonctionnent en 128 bits. C'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails. Sinon, on va parler de la machine en elle-même. Du coup, comme vous le voyez, c'est une tour avec un design fortement démodé. Dans les années 90-2000, Apple a l'idée de révolutionner le design informatique via cet aspect plastique transparent. À l'époque, ça avait vraiment une touche ultra futuriste, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, tous les PC étaient belges. Pardon, ils étaient belges, pas belges, et assez avec une architecture assez bloquée, donc assez cubique. Et donc ces rondeurs et ces côtés vraiment futuristes, avec tout ce côté très transparent, très brillant, avec des reflets partout, a vraiment donné un coup de pied dans la fourmilière et a donné un grand succès aux machines d'Apple à cette époque-là, sachant qu'à l'époque on donnait Apple pour mort, vu que les PC étaient en train de tout écraser sur leur passage. La plupart des composants étaient des concurrents, étaient tombés au combat, comme Commodore, comme Tandy, comme ce genre de choses. Et finalement, c'est ce design singulier qui a sauvé Apple. Alors, cette tour, elle est sortie une première fois avec un bleu beaucoup plus clair, sous le nom de Power Mac G3, donc elle avait un G3, et c'était ce design-là, mais avec un côté un peu plus turquoise. Quand ils sont passés au G4, ils se sont rendus compte que le G3 faisait un peu trop jouer, alors ils l'ont foncé, et ils sont passés d'un bleu turquoise à un bleu graphite, ils appellent ça. Donc c'est un peu plus grisâtre, c'est plus morne, mais c'est en même temps plus sobre et élégant. Sinon, alors, à l'avant, on a le lecteur CD, pas grand chose à dire, c'est un lecteur CD ordinaire qui est caché sous une espèce de tiroir un peu fantaisiste, mais vous voyez que c'est globalement ce qu'on a l'habitude de voir sur un PC. En dessous, ce n'est pas un lecteur disquette, c'est ce qu'on appelle un lecteur zip. C'était fait par Yomega et c'était des cartouches beaucoup plus grosses que des disquettes, que ce soit en termes de taille qu'en termes de capacité. Ça pouvait monter de 100 mégas à 750 mégas pour les plus récentes. Celui-là, c'est un zip 100, donc il ne peut lire que des cartouches 100 mégas. Là, il y a un haut-parleur interne. Là, il y a le bouton d'allumage sous lequel se trouvait une LED. Sur les premiers modèles, elle était verte et orange. Quand l'ordinateur était en veille, elle scintillait en orange, et quand il était allumé, elle brillait en vert. Et sur les modèles plus avancés comme celui-ci, elle était blanche.
Et en dessous, on a les classiques boutons de redémarrage et d'interruption processeur, qui sont là depuis l'époque 68K. Donc ça, c'est la phase qui est assez épurée, mine de rien. Il y a très peu de choses comparé à un PC. Il n'y a même pas de port façade, ce qui est assez contraignant par rapport à une machine d'aujourd'hui. Mais à l'époque, les ports façade, c'était pas du tout démocratisé. Alors, on va faire un petit 270 degrés. Allez, on va utiliser... Ah là, c'est pas lourd, mais c'est pas léger non plus. Ça doit peser une dizaine de kilos environ. Hop, à l'arrière. Alors, ils ont pas tous eu la même face arrière. Celui-ci n'a pas d'alimentation, comme vous voyez, ça c'est le trou où il y avait la prise, il est béant parce que l'alimentation est morte et je ne l'ai pas encore remplacé. Donc là on avait le ventilateur d'alimentation, qui était paradoxalement le seul ventilateur qui donnait sur l'extérieur de la machine. Ce qui fait qu'en fait l'alimentation avait tendance à récupérer toute la chaleur de l'ordinateur et elles avaient tendance à mourir assez prématurément. C'était la grosse maladie de cette machine et c'est ce qui est arrivé à celui-ci. Sinon, à l'arrière, on a deux ports Firewire. Je vous en avais déjà parlé, c'était un concurrent à l'USB qu'Apple avait développé avec d'autres fabricants comme Texas Instruments et Sony, qui était plus rapide, qui permettait d'avoir plus d'énergie, mais qui s'est moins démocratisé parce que moins licencié. On a un port Ethernet, donc RJ45, on a deux ports USB, ce qui est très peu, mais bon, c'est comme ça. On a le port micro et le port son. Et on a une prise modem RJ11 pour connecter les vieux modems. Là, on a le nom de la machine. Ici, on a le téléphone, s'il te plaît. Voilà. Là, on a le connecteur d'antivol, donc pour pouvoir le mettre sur antivol. Et là, on a ces slots PCI. Un Power Mac G4, ça date d'avant les structures le standard du PCI Express, donc on utilisait le PCI. Et on va jeter un œil à l'intérieur, ça s'ouvrait super bien, c'était un des meilleurs designs de boîtier d'Apple en termes d'ouverture. On a actionné ce petit levier, et on pouvait... Hop, il est un peu fatigué, allez, voilà, tada. Sachant que si vous n'aviez pas envie que l'ordinateur s'ouvre impudemment contre votre accord, vous pouviez utiliser ce crochet pour y passer un cadenas et le verrouiller. Ainsi, il était impossible d'ouvrir le Mac si ce truc était actionné. Voilà, voici l'intérieur. Du coup, on a une carte mère assez standard. C'est pas un format ATX du tout, c'est un format propriétaire. Vous avez donc là les slots d'extension. Vous avez des slots PCI en blanc. Ils étaient toujours blancs ces slots, je sais pas trop pourquoi. Et vous avez un slot AGP. C'est le slot graphique, donc c'était populaire à l'époque, les slots AGP, un slot dédié spécifiquement aux cartes graphiques. Vous avez donc la carte graphique ici. Sur ce modèle, c'est une GeForce 2 MX. Alors, par défaut, les G4, ils venaient surtout avec des cartes ATI. ATI, c'était l'ancien propriétaire des Radeon, qui a été racheté par AMD du coup. À l'époque, c'était une ATI Rage 128 qu'ils avaient ce genre de truc, mais moi, du coup, je l'ai changé par une ATI, une GeForce 2 MX. Donc, très vieille carte graphique Nvidia. Là, vous avez une carte SCSI. Une carte SCSI qui permet de brancher des disques durs SCSI. Vous voyez qu'il y a une nappe qui part par là et qui va vers un des deux disques durs SCSI. Il y en avait un qui n'était pas branché. Et sinon, vous avez l'ancêtre du SATA, l'IDE. Vous avez deux disques IDE branchés sur la même nappe. On avait ce qu'on appelait un maître et un esclave. Il fallait jouer avec les petits cavaliers que vous voyez ici pour configurer le disque et faire fonctionner les deux en même temps. Sinon, sur la carte mère, vous avez le gros dissipateur processeur ici, avec en dessous deux PowerPC G4. C'est un modèle biprocesseur. Vous voyez que ces processeurs, ils étaient mis sur une carte fille, et en gros, c'était un espèce de gros connecteur qui faisait office de socket, ce qui permettait de mettre différentes configurations sur la même carte mère, sachant qu'il ne fallait pas quand même trop jouer non plus, parce que d'une machine à l'autre, souvent, les alimentations n'étaient pas compatibles, donc il fallait faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, vous avez la RAM, c'est de la SD-RAM, donc c'est l'ancêtre de la DDR, enfin proprement, c'est le standard qu'il y a eu avant, parce que en termes de fonctionnement, c'est pas la même chose. Là, vous avez le chipset, donc c'est la partie qui gère tous les dialogues entre la RAM, le processeur, les disques durs, ce genre de choses, et les cartes d'extension. Là, vous avez le modem intégré, de ce qui fait que si vous branchiez cette machine à une prise téléphone, elle était en mesure de se connecter d'elle-même à Internet, via configuration, bien évidemment. Et là, dans le fond, vous avez l'autre ventilateur de la machine. Il n'y avait que deux ventilateurs. Celui-ci, un gros ventilateur de 140 mm, et du coup, le ventilateur de l'alimentation qui se trouvait là. L'alimentation avait un gabarit très proche d'une alimentation ATX, donc imaginez un gros bloc rectangulaire qui se trouvait là. Et là, vous avez le lecteur DVD et le lecteur zip en dessous, qui sont débranchés d'ailleurs, donc vous avez leur nappe IDE qui traîne là. Et le tout était généralement alimenté par ce qu'on appelle des prises Molex. Mais du coup, il n'y a pas d'alimentation, donc je ne peux pas vous le montrer. C'était un vieux connecteur à 4 pins.
qui est toujours encore utilisé dans l'industrie aujourd'hui, mais qu'on voit plus vraiment dans les PC domestiques. Et là, vous avez du coup les emplacements pour les boutons. Voilà, ce genre de choses. Le G4, ça a été une franche réussite du côté d'Apple, même si au début, il y a eu de gros problèmes de production. Les premiers modèles étaient vendus à 400 MHz, 350 MHz... Non, je dis de bêtises. Et les premiers modèles étaient vendus à soit 400 MHz, soit 450 MHz. Ouais, c'est ça. Et il y avait même un modèle 500 MHz. Seulement, il y a eu des problèmes de production et Motorola n'arrivait pas à faire des processeurs suffisamment stables à la bonne fréquence et Apple a été forcé de baisser toutes les fréquences de 50 MHz. Ce qui fait que dans la première année, on est passé de 400, 450 et 500 à 350, 400 et 450. Celui-là, du coup, c'est un double 450. Les doubles processeurs, ils sont arrivés après. Il y a eu tout un tas de variations du G4. Hein. Il y a eu les premières variations, ce qu'on appelait les modèles PCI graphiques, qui n'avaient pas de slot AGP, mais simplement un slot PCI. Il y a eu les AGP graphiques. Il y a eu celui-là qui était biprocesseur. Après ça, ils ont légèrement revu le design. Ils en ont fait un qui était plus argenté, qui s'appelait le Quicksilver. Et ils ont fait une dernière déclinaison en début 2003, qui s'appelait le Mirrored Drive Door, ou MDD. Qui est quelque part le chant du cygne de la génération G4 et le chant du cygne du système Mac classique. C'est le dernier qui pouvait démarrer l'ancien système Mac avant le passage à macOS 10. Et après, ils ont laissé place au fameux G5 dont vous avez également une review rigolo sur la chaîne. C'est donc des machines qui se sont bien vendues, surtout chez les professionnels. Elles ont équipé beaucoup de studios d'animation, beaucoup de studios de musique, parce qu'elles étaient très très fortes pour ce genre de trucs. Elles fonctionnaient sur de nombreux systèmes d'exploitation. Comme je disais, elles peuvent faire fonctionner les systèmes classiques et les premières versions de macOS 10, jusqu'à la version 10.4 Tiger. Donc c'était de très bonnes machines. Elles avaient un prix équivalent aux G5, quoique un peu moins cher. De mémoire, elles commençaient vers 2000 €, et elles pouvaient monter jusqu'à 4000, 5000, en fonction des options qu'on leur incluait dedans. Voilà, le verrou est crevé, fatigué. Faut dire que cette machine, elle a énormément vécu. C'est celle que j'ai eue pendant... je l'ai eue quand j'étais au collège. Et je l'ai gardée pendant tout mon lycée jusqu'à ce que je récupère mon G5 en 2013. Donc faut dire qu'elle a énormément vécu. Il y a pas mal de défauts. C'est pas la machine la plus évidente à réparer. Vous avez vu, même si elle était très ouverte, on peut changer la RAM, on peut changer la carte graphique, on peut lui mettre des cartes d'extraction et tout. Changer les processeurs, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut que l'alimentation soit compatible et ce genre de choses. Mais il y avait quand même des processeurs qui étaient faits par des tiers. On pouvait mettre des cartes tierces sur cette machine et ne pas conserver forcément le processeur Apple d'origine. Il y a des processeurs G4 qui pouvaient monter jusqu'à 1 GHz. Et donc vous pouvez installer ça dedans. Après, pour ce qui était du démontage et de l'entretien de la coque, ça c'était beaucoup plus compliqué parce que comme vous voyez, c'est des clés Allen qu'il faut pour dévisser ça et c'est un peu chiant. J'ai quand même changé quelques pièces à l'époque, mais c'était moins pratique. Du coup, je vois pas tellement ce que j'aurais plus à vous dire parce que du point de vue système et fonctionnement, cette machine est très proche du G5 et les vieux systèmes que je pourrais vous montrer, je prévois plutôt de leur faire une review rigolo dédiée parce qu'il y a plein de choses à vous montrer. Et concernant les jeux qu'elle fait tourner, comme j'avais fait pour le Commodore 64 ou l'Atari, elle fait tourner beaucoup des jeux Macintosh que vous avez vus sur la chaîne. C'est sur ce genre de machine que tournait Bugdome, que tournait The Incredible Machine, que tournait Lemmings, enfin ce genre de choses. Même s'ils pouvaient tourner sur des machines plus anciennes, Lemmings. Enfin bon voilà. Du coup, globalement, on a fait un peu le tour. La vidéo est un peu courte, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. C'était du coup le Power Mac G4, le Mac du top gamme des années 90, enfin de la fin des années 90, vu que c'est sorti en 99. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite d'aller jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, salut!